dans les montagnes de Durango, où le soleil brûle et où le silence est pesant, certains secrets pourrissent sous terre. Des secrets gardés non pas par des cadenas, mais par la peur. Une peur aussi ancienne que les montagnes qui l'entourent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de fantômes ni de légendes. Nous allons parler d'une horreur bien réelle. Une horreur qui a un nom et un prénom. L'histoire d'une communauté qui a décidé de fermer les yeux. L'histoire d'un homme qui est devenu un monstre aux yeux de tous. Et d'un enfant. Un enfant qui portait dans son sang l'histoire d'un péché sans nom. Un enfant dont le père était aussi son grand-père. Dont l'oncle était aussi son père. Dont la lignée était un nœud impossible à défaire. Un labyrinthe de chair et de sang. L'histoire que vous allez entendre est une plaie ouverte au cœur de notre pays. La preuve que le véritable enfer, parfois, n'est pas sous terre. Il se trouve dans les maisons en adobe, derrière les sourires forcés et les regards vides. Il se cache dans l'obéissance aveugle, dans le silence complice. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, si vous estimez que l'indifférence est le pire des crimes, votre abonnement est la lumière dont ils ont besoin pour sortir de l'ombre. Accompagnez-moi, car nous allons entrer dans un lieu appelé la Promessa, une communauté clôturée au milieu de nulle part. Un lieu où la parole d'un seul homme était la loi de Dieu, et où l'innocence était sacrifiée sur l'autel de la perversion. Tout a commencé avec un jeune médecin. Il s'appelait Matteo Rojas, fraîchement diplômé, plein d'idéaux. On lui a attribué un poste rural, au fin fond de Durango. Une punition pour beaucoup. Pour lui, une opportunité. Il voulait changer le monde, ou du moins un petit coin de celui-ci. Il est arrivé dans un bus délabré qui sentait le diesel et la résignation. La poussière de la route s'est collée à ses vêtements, à son âme. Le village le plus proche de la Promessa était un hameau d'une vingtaine de maisons. Une église sans prêtre. Un magasin aux étagères presque vides. Et un silence dense, pesant. Les gens le regardaient avec méfiance. Ses bonjours se perdaient dans l'air. Ses sourires ne trouvaient pas d'écho. « Vous venez pour longtemps, docteur ?» lui demanda le vieil homme qui tenait le magasin. « 1 an. Mon service social. » Le vieil homme acquiesça lentement, sans le regarder dans les yeux. « Ici, le temps passe différemment, » dit-il. « Faites attention. » Matteo ne comprit pas. Pas encore. Son cabinet était une pièce en parpaing, avec un toit en tôle. Chaud comme un four pendant la journée. Froid comme une tombe la nuit. Les premiers patients arrivèrent au compte-gouttes. Des femmes au dos brisé par le travail. Des hommes aux mains abîmées par les champs. Des enfants atteints de parasites et de malnutrition. Des problèmes courants, des tristesses ordinaires. Mais il y avait autre chose. Une tension qu'il ne pouvait nommer. Une peur flottant dans l'air comme les spores d'un champignon vénéneux. C'est alors qu'il entendit parler de la Promessa, la communauté sur la colline. « Ils ne descendent pas, » lui dit une femme pendant qu'il lui bandait la main. « Ils n'ont pas besoin de nous. »« Sont-ils malades ?» demanda Matteo. La femme détourna le regard. « Ils ont leur propre remède, » murmura-t-elle. « Ils ont Ézéchiel. » Le nom fut prononcé avec un mélange de révérence et de terreur. Ézéchiel, le fondateur, le prophète, le propriétaire de la Promessa. Matteo ressentit une curiosité professionnelle, une obligation morale. Ces gens relevaient également de sa juridiction. Il devait s'assurer qu'ils allaient pour le bien, que les enfants soient vaccinés, que les femmes enceintes soient suivies. Il décida de monter. Personne ne voulut l'accompagner. « On ne monte pas là-haut sans permission », l'avertit le vieil homme de la boutique. « C'est leur loi. »
Matteo ne croyait pas en ses lois. Il croyait en son serment d'Hippocrate. Il prit sa mallette, de l'eau, et commença à marcher sur le sentier qui montait vers la colline. Le chemin était étroit et rocailleux. Le soleil tapait fort. Après une heure d'ascension, il l'aperçut. Une clôture, pas en fil de fer barbelé. C'était un mur de bois et de pierre, haut de près de 3 mètres, imposant, absurde. À la seule porte, un homme corpulent, un fusil en bandoulière, lui barra le passage. « Que voulez-vous » Sa voix était dure, sans nuance. « Je suis le nouveau médecin de la région », dit Matteo, en essayant de paraître aimable. « Je viens me présenter, offrir mes services. » L'homme le regarda de haut en bas. « Nous n'avons pas besoin de médecins ici, » déclara-t-il. « Mais les enfants, les vaccins, nos enfants sont protégés par la foi. »« La foi n'arrête pas la rougeole, » répliqua Matteo. L'homme sourit, un sourire vide. « La nôtre, oui. Partez. » Matteo ressentit la froideur du rejet. Mais il ressentit aussi autre chose, un défi. Derrière cette porte se cachait un secret. Et il venait de tomber sur la première pierre. Il fit demi-tour. En descendant, il sentit le regard du gardien planté dans son dos. Ce n'était pas un regard vigilant, c'était un avertissement. Cette nuit-là, dans son cabinet, Matteo ne parvint pas à dormir. Le froid de la tôle semblait s'infiltrer dans ses os. Mais ce n'était pas le froid ambiant, c'était un froid intérieur. Il s'assit à son bureau improvisé et ouvrit un cahier. Sur la première page, il écrivit « La promesse, Ézéchiel ». Il ne savait pas pourquoi. C'était une impulsion, le besoin de nommer l'ennemi. Même s'il ne connaissait pas encore son visage. Les jours suivants, il essaya de poser des questions. Subtilement, à chaque consultation, il laissait échapper le nom de la communauté. Les réactions étaient toujours les mêmes. Silence. Regard fuyant. Mains qui se mettaient à trembler. Une femme, plus âgée que toutes les autres, se signa lorsqu'il mentionna Ézéchiel. « Que Dieu nous pardonne » murmura-t-elle. « Pardonne quoi, madame ?» Elle se contenta de secouer la tête et quitta le cabinet en courant presque. La peur était un mur plus haut que la clôture en pierre. Matteo comprit qu'il n'obtiendrait rien en restant courtois. Il commença à observer, à écouter. Il apprit à distinguer les sons de la vallée, le vent dans les buissons, les hurlements des coyotes, et parfois, au loin, un son qui ne cadrait pas, des chants. Ce n'étaient pas les chants de l'église du village. Ils étaient mélodieux, répétitifs, hypnotiques. Ils venaient d'en haut, de la Promessa. Un après-midi, il aperçut un groupe de femmes de la communauté. Elles descendaient à la rivière pour faire la lessive. Elles se déplaçaient ensemble, comme un troupeau. Aucune ne parlait. Leurs visages étaient des masques d'obéissance. Parmi elles, il y avait une jeune fille. Elle n'avait peut-être pas plus de 16 ans. Elle portait un enfant dans ses bras. Un enfant pâle, aux yeux énormes et effrayés. Matteo s'approcha lentement, sous prétexte d'aller chercher de l'eau à la rivière. L'enfant le regarda. Pendant un instant, Matteo vit dans ses yeux d'enfant un abîme. Une terreur si profonde qu'elle lui coupa le souffle. La mère, s'en rendant compte, serra l'enfant contre elle. Elle cacha son visage contre sa poitrine, et elle lança un regard à Matteo. Ce n'était pas un regard de haine, ce n'était pas un regard de méfiance, c'était un regard suppliant, un cri d'aide muet qui lui transperça le cœur. Matteo sentit un frisson le parcourir, le goût métallique de la peur dans sa propre bouche. Il resta paralysé, l'eau coulait de ses mains,
Les femmes finirent de laver en silence et commencèrent l'ascension. La jeune fille de l'enfant fut la dernière. Avant de disparaître derrière un virage de la route, elle se retourna pour le regarder. Juste une seconde. Mais cela suffit. Matteo sut, avec une certitude qui lui glaça le sang, qu'il devait revenir. Qu'il devait entrer dans la promesa. Non par curiosité, non par obligation professionnelle, mais parce que dans les yeux de cet enfant, il avait vu son propre reflet. Le reflet d'une humanité qui était massacrée en silence. La nuit suivante, Matteo ne dormit pas. Il n'essaya même pas. Il attendit que l'obscurité soit totale. Une obscurité sans lune, sans témoin dans le ciel. Il rangea l'essentiel dans sa mallette. Des compresses, des analgésiques, un scalpel et une petite lampe de poche à faible intensité. Ce n'était pas la mallette d'un médecin. C'était l'équipement d'un sauveteur qui s'apprête à entrer dans une zone sinistrée. L'ascension était différente la nuit. Chaque pierre instable était une trahison. Chaque craquement d'une branche sèche, un cri d'alarme dans le silence. L'air froid lui coupait le souffle, mais son cœur battait avec la force d'un tambour de guerre. Il ne s'approcha pas de la porte principale. Il se souvint d'un ravin sur le côté ouest, où le mur semblait plus bas, plus vulnérable. Il le trouva. L'escalade fut un calvaire. Les pierres lui déchirèrent les mains. La sueur imprégnait sa chemise. Pendant un instant, son pied glissa. Il resta suspendu, accroché à un rebord, le précipice dans son dos. Le silence de la nuit l'enveloppa. Il sentit le vertige, la tentation de lâcher prise. Mais alors, il se souvint des yeux de l'enfant. Cette supplication muette. Il puisa des forces dans son désespoir et continua à grimper. Lorsqu'il tomba enfin de l'autre côté, son soulagement fut de courte durée. Il était à l'intérieur. L'air y était différent, plus dense, chargé d'une chose intangible. Une tristesse que l'on pouvait presque toucher. Le complexe était un labyrinthe d'ombres. Des cabanes en adobe, disposées en un cercle presque parfait, autour d'un bâtiment plus grand. Il n'y avait pas de lumières aux fenêtres. Mais il n'y avait pas de silence. Les chants. Ils étaient maintenant proches. Un murmure bas, constant, qui semblait sortir de la terre elle-même. Il se déplaça près des murs, une ombre de plus parmi les ombres. Il jeta un œil par la fente d'une fenêtre dans l'une des cabanes. À l'intérieur, une scène qui le déconcerta. Des femmes. Seulement des femmes et des enfants en bas âge. Ils dormaient sur des nattes posées à même le sol en terre battue, ensemble, comme dans une caserne. Il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas de père de famille. Il n'y avait pas la structure d'un foyer. Seulement une ruche de femmes et d'enfants. La ségrégation était totale, contre nature. Il continua d'avancer vers le bâtiment central. Une faible lumière en émanait. Et une voix masculine, sereine, hypnotique. C'était Ézéchiel. Matteo trouva une fissure dans le mur de terre crue, près d'une fenêtre mal fermée. Il approcha son œil. Ce qu'il vit le glaça. Ézéchiel se tenait debout, au centre d'une salle circulaire. Ce n'était pas un homme imposant. Il était mince, d'âge moyen, avec une barbe soignée et des yeux qui semblaient briller d'une lumière propre. Son public n'était composé ni d'hommes ni de femmes. C'étaient des filles de 12, 13, 14 ans. Assise par terre, elle le regardait avec une attention absolue, avec une dévotion qui glaçait le sang. « Le monde extérieur est un péché », disait Ézéchiel de sa voix mielleuse. « C'est la saleté, c'est la corruption. Nous sommes l'arche,
la dernière graine pure sur terre. Il se promenait parmi elles. Ses mains effleuraient parfois une épaule, une tête. Notre sang est sacré. Il ne doit pas être mélangé. Il doit rester ici, à la promesse. Fort, pur. Vous êtes les vases choisis pour contenir cette pureté. Les filles acquiesçaient, pas toutes. Certaines regardèrent le sol. Leur petit corps était tendu par une peur qu'elles n'osaient pas montrer. Puis, Ézéchiel s'arrêta devant l'une d'elles. Une fille au visage pâle et aux longues tresses. Il posa sa main sur sa tête. La fillette trembla. « Sarah, dit le prophète, tu as été bénie. Ton ventre est prêt, prêt. » Ce mot résonna dans l'esprit de Matthieu comme un coup de feu. Prêt pour quoi? Tu porteras la semence sacrée, continua Ézéchiel, et sa voix s'abaissa jusqu'à devenir un murmure qui traversa le mur. Ma semence, tu seras une mère sainte, et ton fils sera un pilier de notre nouvelle humanité. Matthéo s'éloigna du mur. Il dut s'appuyer contre la daube pour ne pas tomber. Il manquait d'air. Une violente nausée lui monta à la gorge. Il eut envie de vomir. Il eut envie de crier. Mais aucun son ne sortit. Il se noya dans une horreur sans nom. Ce n'était pas une communauté. Ce n'était pas une religion. C'était une usine. Une usine d'inceste consacrée comme un acte de foi. Ses mains tremblaient sans contrôle. Une sueur froide lui mouillait la nuque. Il sentait le goût métallique de la panique sur sa langue. Il devait sortir de là. Mais il ne pouvait pas. Pas sans elle, la jeune fille de la rivière, celle qui avait les yeux tristes. Il courut, trébuchant dans l'obscurité, guidé par un instinct désespéré. Il cherchait une cabane différente des autres, légèrement à l'écart. Il la trouva à la lisière du complexe, presque au contact du mur d'enceinte. De l'intérieur, un sanglot étouffé. Le sanglot d'un enfant. Il s'arrêta devant la porte en bois. Son cœur était en proie au chaos. Il hésita. Frapper à la porte était un arrêt de mort. Mais ne rien faire était pire. Il frappa doucement. 2 coups, presque inaudibles. Silence. Les pleurs cessèrent. Il frappa à nouveau. La porte s'entr'ouvrit. Un œil l'épia dans l'obscurité. C'était elle. En le reconnaissant, la terreur déforma son visage. Elle tenta de claquer la porte. Matthéo l'en empêcha avec son pied. « S'il vous plaît, » murmura-t-il d'une voix brisée. « J'ai vu votre fils. Dans la rivière. Je veux juste vous aider. » Le mot « aider » sembla briser quelque chose en elle. Elle cessa de pousser. Les pleurs de l'enfant reprirent. Elle regarda derrière elle, vers l'obscurité de la cabane. Puis, elle le regarda. Et elle ouvrit la porte. L'intérieur était misérable. Une natte sur le sol, une caisse en bois, une odeur d'humidité et de peur. Et sur la natte, l'enfant, le même enfant pâle, enveloppé dans une couverture usée. « Que voulez-vous de moi ?» murmura-t-elle. Sa voix n'était qu'un fil. Matthéo la regarda. Son visage était celui d'une fillette qui avait vieilli de 1000 ans. « L'enfant, » dit Matthéo. « Il a besoin d'un médecin. » C'était un mensonge. Et c'était la plus grande vérité. « Il va bien, » dit-elle, sur la défensive. « Non, il ne va pas bien. » Matthéo s'agenouilla lentement près de la natte. L'enfant le regarda de ses grands yeux. Des yeux qui avaient trop vu. « Qui est son père ?» demanda Matthéo sans détour. La subtilité était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Elle ne répondit pas. Elle se mit simplement à pleurer. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues sales. C'était Ézéchiel ? Un minuscule signe de tête, presque imperceptible. Le nœud dans l'estomac de Matthéo se resserra.
Il connaissait déjà la réponse à la question suivante. Mais il avait besoin de l'entendre. Il avait besoin que le monstre ait un nom. « Et ton père, petite? Qui est ton père ?» Elle ferma les yeux. Un spasme de douleur pure contracta son visage. Quand il les rouvrit, ils étaient vides, morts. « Ézéchiel, » murmura-t-il. Le mot flottait dans l'air vicié de la cabane. Il s'incrusta dans les murs, dans l'âme de Matteo. Père, beau-père. L'homme était le père de la mère, et le père du fils. L'enfant était son fils, et son petit-fils. Un nœud de sang et de péché. Matteo sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il dut s'asseoir sur la caisse en bois pour ne pas s'évanouir. L'horreur n'était plus une idée. Elle avait un visage, le visage de cet enfant. Il regarda ses propres mains, des mains de guérisseur. Mais comment guérir une telle chose? Ce n'était pas une maladie du corps, c'était une gangrène de l'âme. « Nous devons partir d'ici, » dit Matteo, la voix ferme malgré ses tremblements intérieurs. « Toi et ton fils. Tout de suite. » Elle secoua frénétiquement la tête. La terreur l'avait paralysée. « Nous ne pouvons pas, » gémit-elle. « Il sait tout. Il voit tout. Si nous nous enfuyons, il nous retrouvera. Et il nous tuera. » « Ils ne nous trouveront pas, » dit Matteo, avec une conviction qu'il ne ressentait pas. « Je connais le chemin. Nous partirons avant l'aube. » La peur dans les yeux de la jeune fille luttait contre une lueur d'espoir désespérée. Elle s'appelait Lia. Elle avait 16 ans. Son fils, auquel elle n'avait jamais donné de nom, en avait un. « Je ne peux pas, » répéta-t-elle en serrant l'enfant dans ses bras. « Il y a des gardes. Partout. Je vais les distraire. » C'était un plan suicidaire, un plan né du dégoût et de l'impuissance. Matteo savait que ses chances étaient quasi nulles. Mais l'image de la petite Sarah, attendant sa bénédiction, était un feu dans son esprit. Il ne pouvait pas partir et la laisser derrière lui. Il ne pouvait pas partir et laisser Lia et son fils. « Fais-moi confiance, » la supplia-t-il. Lia le regarda. À ce moment-là, elle ne voyait pas un médecin. Elle voyait une porte entr'ouverte sur l'enfer. Elle acquiesça. La décision fut comme un verre qui se brise, irréversible. Matteo lui donna rapidement des instructions à voix basse. « Dans une demi-heure, va à l'arrière du mur, là où le gros rocher ressemble à un visage qui crie. Tu le connais. » Lia acquiesça à nouveau. Tout le monde à la Promessa connaissait ce rocher. C'était un mauvais présage, un endroit qu'ils évitaient. « Je ferai du bruit de l'autre côté. » Près de l'atelier. Quand tu entendras le bruit, cours. Ne t'arrête pour rien au monde. Il lui tendit sa lampe de poche. Ne l'utilise pas, sauf si tu n'as pas d'autre choix. Leurs mains se touchèrent. Sa peau était glacée. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Matteo. »« Matteo » répéta-t-elle, comme si elle mémorisait une prière. Il sortit de la cabane. La nuit semblait plus froide, plus dangereuse. Chaque ombre était un ennemi potentiel. Il arrive dans l'atelier. Un tas d'outils agricoles, des lames, de vieux barils en métal. Il prit une profonde inspiration. L'air sentait l'huile rance et la terre humide. C'était le moment. Il poussa de toutes ses forces une pile de tôle. Le fracas fut brutal. Un cri métallique déchira le silence de la Promessa. Il n'attendit pas de voir les conséquences. Il courut. Il courut dans la direction opposée à la roche qui avait poussé le cri. Il entendit des cris derrière lui. « Intrus ! Vers l'atelier !» Les lumières de plusieurs lanternes transperçaient l'obscurité, à sa recherche. Il se laissa apercevoir un instant.
une silhouette fugace. Puis, il se cacha derrière des bottes de foin. Ça avait marché. Les gardes, 4 ou 5 hommes, coururent vers l'endroit où il se trouvait auparavant. Ils offraient à Lia la seule chance qu'elle aurait dans sa vie. Il retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il attendit ce qui lui sembla une éternité. Puis, il se remit en mouvement. Son objectif était désormais le mur, atteindre le rocher, les rejoindre. Mais le destin, ou Ézéchiel, en avait décidé autrement. En tournant au coin, il heurta quelqu'un. Un homme. Pas un garde. Il était plus âgé. Il avait les yeux d'un fanatique. L'homme ouvrit la bouche pour crier. Matteo réagit par pur instinct. Il le frappa. Un coup sec à la mâchoire. L'homme tomba au sol, inconscient. Matteo resta là à regarder le corps. Ses mains, il n'avait jamais frappé personne. Le médecin qui voulait soigner laissait désormais des hommes gisant sur le sol. L'horreur était en train de le transformer. Il continua à courir. Le rocher du cri. Il était proche. Il pouvait voir sa silhouette se détacher sur le ciel qui commençait à s'éclaircir. Mais il n'y avait personne. « Lia » murmura-t-il dans l'obscurité. Rien. Seulement le vent. Une panique glaciale s'empara de lui. N'avait-il pas réussi? L'avait-il attrapé? Puis, il entendit un sanglot. Il venait d'un petit trou à la base du rocher. Elle était là, recroquevillée, tremblante, seule. « Et l'enfant » demanda Matteo, le cœur serré. Lia ne pouvait pas parler. Elle se contenta de pointer du doigt l'obscurité, au-delà du mur. « Je l'ai lancé » gémit-elle. « De l'autre côté. Comme tu me l'avais dit, de courir. » Matteo regarda le mur. Puis, il la regarda. Elle n'avait pas couru. La peur l'avait paralysée. Elle avait sauvé son fils, mais s'était condamnée elle-même. « Nous devons partir » l'exhorta Matteo en la prenant par le bras. « Je ne peux pas » cria-t-elle dans un murmure désespéré. « Mes jambes ne me répondent plus. » Elle était en état de choc, catatonique. À ce moment-là, les lumières des lanternes les trouvèrent. Ils étaient encerclés. Le cercle de lumière se referma sur eux. Matteo s'interposa entre Lia et les hommes. « Laissez-la tranquille. » Le chef des gardes s'avança. C'était le même homme qui se trouvait à la porte, celui qui tenait le fusil. Il ne dit rien. Il se contenta de sourire. Puis, le monde de Matteo devint noir. Il se réveilla avec une douleur lancinante dans la tête. Il était allongé sur le sol en terre battue de la salle circulaire, le lieu des bénédictions. Le soleil pénétrait par les fissures, créant des rayons de lumière dans la poussière. En face de lui, assis sur une chaise en bois qui ressemblait à un trône, se trouvait Ézéchiel. À ses côtés, Lia se tenait debout, la tête baissée. Et à côté de Lia, un autre homme tenait l'enfant. L'enfant était silencieux. Il regardait dans le vide. « Docteur Matteo » dit Ézéchiel. Sa voix était douce et venimeuse. « Je croyais vous avoir dit que nous n'avions pas besoin de vos services ici. » Matteo tenta de se lever. 2 gardes le retinrent. « Que vas-tu lui faire » demanda Matteo, la bouche sèche. Ézéchiel ignora la question. Il regarda Lia. « Ma fille, » dit-il avec une fausse tristesse. « Tu as rompu le pacte. Tu as apporté la saleté du monde dans notre sanctuaire. » Lia ne bougea pas. Elle était figée de terreur. « Et toi » dit Ézéchiel en regardant maintenant l'enfant, « toi qui portes mon sang, mon héritage, tu as été contaminé par le contact avec l'extérieur. » Il se leva. Il marcha lentement vers l'homme qui tenait l'enfant. Il lui caressa la tête.
Le sang pur ne peut être souillé, murmura-t-il. Parfois, il faut couper la branche pour sauver l'arbre. Matteo se débattit contre les gardes. « Non, ce n'est qu'un enfant !» cria-t-il. Ézéchiel ne le regarda pas. Il fit un signe de tête. L'homme qui tenait le bébé se retourna et se dirigea vers une porte au fond de la pièce. Lia poussa un cri. Un gémissement animal, étouffé. La porte se referma. « Où l'emmenez-vous » cria Matteo. Ézéchiel le regarda enfin. Ses yeux étaient deux puits noirs, vides de toute émotion. « Pour être purifié » dit-il. Et à cet instant, un silence surnaturel s'abattit sur la salle. Un silence qui fut rompu par un seul cri. Bref, aigu, infantile. Et puis, plus rien. Le son de l'innocence qui mourait. Lia s'effondra sur le sol. Son corps était secoué de convulsions silencieuses. Matteo cessa de se débattre. L'horreur l'avait vidé. Il n'était plus qu'une coquille vide. Ézéchiel se rassit sur son trône. « Quant à vous, docteur, dit-il, vous servirez d'exemple. Vous montrerez au monde extérieur que notre foi est forte, que la promesse ne peut être rompue. » Ils le firent tout sortir. Ils le traînèrent dehors, à la lumière du soleil, qui semblait désormais obscène. Ils l'emmenèrent à l'entrée principale. Ils l'attachèrent au poteau près de la porte. « Pour que tout le monde puisse le voir, » dit le garde armé d'un fusil. Ils le laissèrent là, sous le soleil implacable de Durango, sans eau, sans ombre. Un épouvantail humain, un avertissement. Les heures passaient. Le soleil lui brûlait la peau. La soif était une torture. Mais la douleur physique n'était rien. Dans son esprit, une seule chose résonnait. Le cri de l'enfant. Encore et encore et encore. Au coucher du soleil, alors qu'il était au bord de l'inconscience, il vit un véhicule soulever de la poussière sur la route. Une patrouille de la police rurale. Pendant un instant, il ressentit une vague d'espoir. La loi, la justice. Il se trompait. La patrouille s'arrêta à quelques mètres. 2 agents descendirent. Ils regardèrent de Matteo. Ils regardèrent de la porte de la Promessa. Le garde armé d'un fusil sortit pour les accueillir. Il n'y eut ni tension, ni confrontation. Il y eut des poignées de main. Il y eut des sourires. Le garde leur remit une épaisse enveloppe. L'un des policiers la glissa dans sa poche sans la regarder. Puis, les policiers s'approchèrent de Matteo. « Docteur, » dit l'un d'eux d'une voix ennuyeuse, « vous troublez l'ordre public et vous pénétrez dans une propriété privée. » Matteo le regarda, incrédulo. « Vous avez tué un enfant, » dit-il, la voix brisée. « Là-dedans. » « Je l'ai entendu. » Le policier soupira. Un soupir d'agacement. « Écoutez, docteur. Ces gens ont leurs coutumes. Mieux vaut ne pas s'en mêler. »« C'est un meurtre, » insista Matteo. L'autre policier rit. « Il ne s'est rien passé ici. »« Vous voyez un corps ? Je ne vois aucun corps. »« Il nous faut une plainte officielle, » ajouta le premier. « Un corps. Des preuves. Sinon, c'est juste votre parole contre celle de toute une communauté. Remplissez le formulaire correspondant à la mairie. » Ils ont détaché Matteo. Ils l'ont fait monter à l'arrière de la voiture de police. Alors qu'il s'éloignait, Matteo a regardé en arrière. La promesse se dressait sur la colline, imprenable, protégée non pas par son mur de pierre, mais par un mur beaucoup plus épais. Le mur de la corruption et de l'indifférence. À la mairie, ils l'ont laissé dans le bureau du procureur. Un petit bureau qui sentait le vieux café et les dossiers oubliés. Un fonctionnaire moustachu et l'air ennuyé l'a écouté sans le regarder. Matteo a parlé. Il a tout raconté.
Ézéchiel, Lia, l'enfant, l'inceste, le cri. Le fonctionnaire écoutait, acquiesçant de temps en temps. Il griffonnait sur un bloc-notes. Lorsque Matteo eut terminé, épuisé, vidé, l'homme leva enfin les yeux. « Quelle histoire, docteur ?» dit-il avec un demi-sourire. « On dirait presque un film. C'est la vérité. » « Écoutez, » dit le fonctionnaire en s'adossant à sa chaise qui grinça. « Pour ouvrir une enquête, j'ai besoin de preuves, des noms, des dates. Un corps serait idéal. Elle s'appelle Lia. L'enfant n'avait pas de nom. L'endroit s'appelle La Promesa. » Le fonctionnaire claqua la langue. « La Promesa ? Ah, les gens de Don Ézéchiel. Ce sont des gens tranquilles, à leur manière. » Il se leva et se dirigea vers un classeur rouillé. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas, docteur ? Vous apprendrez. Il y a des choses dans lesquelles on ne se mêle pas. » Il retourna à son bureau. Pas de plainte. Pas d'affaire. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. » Et il indiqua la porte. Le système ne l'avait pas écouté. Il l'avait écarté, comme un fou, comme un ivrogne qui raconte des histoires. Matteo sortit dans la rue. La nuit était tombée. Les lumières du village lui semblaient insultantes. Les gens riaient dans les cafés. La vie continuait. Mais pour lui, le monde s'était arrêté. Dans ce petit bureau, non seulement ils avaient ignoré son témoignage, mais ils avaient assassiné l'enfant une seconde fois. Matteo ne retourna pas à son cabinet. Il en était incapable. Cette pièce lui semblait désormais être un tombeau, un monument à sa naïveté. Il passe la nuit à errer dans les rues du village, un fantôme parmi les vivants. Le cri de l'enfant résonnait sans cesse dans sa tête. Le visage vide de Lia, une image gravée à jamais dans sa rétine. À l'aube, il prit une décision. Si le système ne voulait pas entendre la vérité, il la déterrerait. Il la dévoilerait d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Il avait besoin de comprendre. Comment naît un monstre comme Ézéchiel ? Comment construit-on une forteresse de silence et de peur comme la Promesa ? Le vieil homme du magasin, celui qui l'avait averti que le temps s'écoulait différemment. Il savait quelque chose. Matteo attendit l'ouverture du magasin. Le vieil homme le vit arriver et son visage s'assombrit. « Vous n'auriez pas dû monter, docteur. » Ce n'était pas un reproche. C'était une constatation. « Parlez-moi de lui, » demanda Matteo. « D'Ézéchiel ?» Le vieil homme soupira, un soupir fatigué, ancien. Il s'assit sur un sac de maïs, et il se mit à parler. Ézéchiel n'avait pas toujours été prophète. Il était arrivé dans la région 30 ans auparavant. Il ne s'appelait pas Ézéchiel. Son nom était Javier Mendoza. C'était un vendeur. Il vendait des bibles, des encyclopédies, des remèdes miracles. N'importe quoi. Il avait le don de la parole. Une voix qui enveloppait, qui convainquait. Mais c'était un raté. Un homme noyé sous les dettes et la médiocrité. Il avait une femme, dit le vieil homme. Une femme bonne, d'ici, du village. Elle s'appelait Elena. Et une fille, la première. Une pause. Elle s'appelait Lia. Matteo sentit un coup dans la poitrine. Ce n'était pas une coïncidence. Ézéchiel ne faisait pas que reproduire un schéma. Il répétait une histoire. Sa propre histoire. « Que leur est-il arrivé ?» demanda Matteo. « Un jour, Javier a disparu, » poursuivit le vieil homme. « Il est parti. Il a laissé Elena et la petite fille sans rien. Les gens disaient qu'il avait fui ses créanciers. Elena a attendu. Des années. Elle a élevé sa fille seule. En lavant le linge des autres. En nettoyant les maisons.
La petite fille, Lia, a grandi. Elle est devenue une belle jeune fille. Trop belle pour un endroit aussi pauvre. Le vieil homme s'arrêta. Son regard se perdit dans le passé. Et puis, il revint. Ce n'était pas Javier Mendoza, c'était Ézéchiel, l'illuminé. Il a dit que Dieu lui avait parlé dans le désert, qu'il lui avait confié une mission, créer une communauté de purs, loin de la pourriture du monde. Les gens étaient désespérés. La pauvreté était une maladie chronique, le manque d'espoir, un poison lent. La voix d'Ézéchiel était un baume. Ses promesses, une oasis dans le désert. Ils le crurent. Certaines familles le suivirent. Elles vendirent le peu qu'elles possédaient et montèrent sur la colline pour construire la promesse. Helena ne voulait pas y aller. Elle le connaissait. Elle savait qui il était vraiment. Mais sa fille, Lia, elle a été séduite. Elle voyait en Ézéchiel non pas le père qui l'avait abandonné, mais un prophète, un sauveur. Une nuit, la jeune fille gravit la colline. Elle le rejoignit. Le vieil homme baissa la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure. Helena est allée la chercher pour la supplier de revenir. Elle ne revint jamais. Les habitants de la Promessa dirent qu'elle était partie, qu'elle n'avait pas supporté la vie de pureté. Mais ici, en bas, nous connaissons tous la vérité. Ézéchiel ne laisse personne quitter le paradis. Le vieil homme regarda Matteo. « La jeune femme que vous avez vue, docteur, celle qui avait un enfant, c'est la fille de la première Lia, la petite fille d'Ézéchiel. Et il l'a appelée Lia, comme sa mère, pour rappeler à tous qui exerçaient le contrôle, pour montrer qu'ils pouvaient influencer les destins, même les plus définitifs. L'histoire était un cercle, un schéma qui se répétait de génération en génération. Ézéchiel n'a pas seulement dépassé des limites envers sa propre fille. Il avait instauré un cadre qui rendait possible de nouveaux abus. Avec ses petites filles, avec ses arrière-petites-filles. C'était une lignée marquée par la douleur. Une sorte de règne funeste. Matteo sortit de la boutique. Le soleil du matin lui parut froid. Elle l'avait enchaîné à une horreur encore plus profonde. Il comprenait désormais le fonctionnement du monstre. Mais cela ne suffisait pas. Il avait besoin de preuves. Des preuves que le fonctionnaire moustachu ne pourrait pas classer. Il retourna au chef-lieu. Il ne se rendit pas au ministère public. Il se rendit au registre civil. Il demande à consulter les registres des naissances des 15 dernières années dans la région. L'employé, un jeune homme boutonneux et démotivé, se plaignit. Cela représente beaucoup de travail. Il vous faut un mandat. Matteo sortit son portefeuille. Il posa tout l'argent qu'il avait sur le comptoir. Quelques billets froissés. L'équivalent d'un mois de son maigre salaire de médecin rural. « S'il vous plaît, dit-il. Le jeune homme regarda les billets. Il regarda Matteo et soupira. « Attendez ici. » Il passe des heures à consulter des livres poussiéreux, page après page, nom après nom. Il cherchait un motif, et il le trouva. Dans les registres du village, les naissances étaient normales. Père, Juan Pérez, mère, Maria Lopez. Mais de temps en temps, il y avait des registres étranges. Des enfants enregistrés uniquement par leur mère. Des mères très jeunes. Et dans la rubrique « Domicile », toujours le même mot, la promessa. Et dans la section du père, un espace vide, ou parfois une seule initiale. E. Il n'y avait pas d'acte de naissance pour Ézéchiel, ni pour Javier Mendoza. Aucun enfant n'était enregistré sous leur nom de famille. Mais leur marque était là.
caché à la vue de tous. Il photographia chacune de ces pages avec son téléphone. La batterie était à plat. Ses mains tremblaient à nouveau. Pas de peur, de rage. Avec les photos sur son téléphone, il se rendit au bureau des droits de l'homme de l'État, dans la capitale. Un voyage de 6 heures, dans un bus étouffant. Il se sentait comme un fugitif. À chaque arrêt, à chaque barrage, il s'attendait à être arrêté. À ce que les hommes d'Ézéchiel ou les policiers corrompus le trouvent. Il arrive dans la capitale, une ville monstrueuse, indifférente. Le bureau des droits de l'homme était un bâtiment moderne, en verre. Il semblait propre, un lieu d'espoir. Une jeune avocate, en tailleur et au regard intelligent, l'écouta. Elle s'appelait Carmen. Elle le regarda dans les yeux. Elle prit des notes. Son expression se durcissait à chaque mot de Matteo. Elle regarda les photos des actes de naissance. Elle vit l'horreur. « C'est monstrueux », dit-elle à la fin. « Nous allons agir immédiatement. » Pour la première fois depuis des jours, Matteo sentit qu'il pouvait respirer. Quelqu'un le croyait. Le système semblait enfin fonctionner. Carmen rédigea un rapport. Elle demanda une ordonnance de visite à la communauté. Elle la présenta à son supérieur. Un homme âgé, aux cheveux gris et vêtu d'un costume coûteux. Le supérieur a lu le rapport. Il a regardé les photos. Puis il a regardé Carmen. « Mademoiselle, Mendoza, c'est bien vous ?» a-t-il demandé, bien que le nom figurait dans le rapport. « Oui, monsieur. » « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» La même question. La même fichue question. « Cela fait 6 mois, monsieur. » « Je vois. » L'homme se cala dans son fauteuil en cuir. Il joignit le bout de ses doigts. « C'est une affaire très délicate, » dit-il. Les membres de la Promessa forment une communauté religieuse. Ils sont protégés par la loi sur les us et coutumes. Mais il s'agit d'abus systématiques sur des enfants. C'est de l'esclavage, répliqua Carmen. Ce sont des accusations très graves, dit calmement le supérieur. Il nous faut plus que la parole d'un médecin rural bouleversé et des actes de naissance ambigus. Que vous faut-il de plus? Une vidéo des abus? Demanda Carmen, la frustration tintant sa voix. Le supérieur sourit. Un sourire paternaliste, condescendant. Calmez-vous, mademoiselle Mendoza. Ne vous énervez pas. Cette affaire pourrait générer un conflit social très important. Une confrontation. Il pourrait y avoir des morts. Il y a déjà des morts, s'écria presque Carmen. L'homme soupira, comme s'il expliquait quelque chose à une petite fille. Notre rôle est de servir de médiateur, de protéger les droits de tous, y compris ceux de la communauté de la Promessa de pratiquer leur foi. Ce que nous allons faire, poursuivit-il, c'est ouvrir un dossier. Nous allons lancer une enquête préliminaire. Nous enverrons un courrier au ministère public local afin qu'il recueille davantage d'informations. C'était une condamnation à mort bureaucratique. Renvoyer l'affaire là où Matteo avait été ignoré. L'enterrer sous une montagne de paperasse. Mais, monsieur, tenta de protester Carmen. C'est tout, mademoiselle Mendoza, l'interrompit-il. Merci pour votre diligence. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion. Carmen quitta le bureau. Son visage était pâle. L'intelligence dans ses yeux avait fait place à l'incrédulité. Elle trouva Matteo dans la salle d'attente. Il vit son visage et connut la réponse avant même qu'elle ne parle. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Ils ont classé l'affaire. » Elle s'assit à côté de lui.
Le silence dans le bureau moderne aux parois de verre était aussi pesant que celui de la cabane de Lia. « Le système ne recherche pas la justice », dit Matteo à voix basse. « Il cherche à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. » Carmen le regarda. Elle vit en lui un homme brisé. Mais elle vit aussi une détermination à toute épreuve. « Je n'abandonnerai pas », dit-elle. Elle sortit une carte de visite de son sac. « Voici mon numéro privé. Nous ne pouvons pas utiliser les voies officielles. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire. » L'espoir, à nouveau. Une petite braise au milieu d'un océan de cendres. Matteo prit la carte. Ce n'était qu'un morceau de carton. Mais à ce moment-là, il le considéra comme une arme. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il. Carmen réfléchit un instant. « Nous avons besoin de quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer, » dit-elle. « Quelque chose qui les obligera à agir. Nous avons besoin d'un témoin. Un témoin issu de la Promesa. Il nous faut Lia. » Le plan était fou. Revenir, se jeter à nouveau dans la gueule du loup. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Carmen ne pouvait pas s'impliquer officiellement, mais elle connaissait des gens, des journalistes, des militants, des personnes qui, comme elle, opéraient en marge du système parce qu'elles avaient perdu foi en lui. Elle se procura un véhicule banalisé, une vieille Jeep qui ne ferait pas remarquer. Elle trouva également un photographe, un homme appelé Ricardo, au regard cynique et aux mains fermes, qui avait couvert des guerres et des catastrophes. « S'il y a une histoire à raconter, je la raconte », a déclaré Ricardo. « Et s'il y a une photo à prendre, je la prends. » L'équipe était petite. Un médecin brisé, une avocate renégate, un photographe de guerre. Ils formaient une bande improbable de justiciers. La seule chance pour Lia et pour toutes les autres filles piégées dans la Promesa. Le voyage de retour vers Durango fut tendu. Chacun était perdu dans ses pensées. Matteo ressentait un mélange de terreur et de détermination. Il n'était plus le jeune idéaliste qui était arrivé dans la Sierra. L'horreur l'avait vidé. Mais elle l'avait aussi aiguisé. Elle l'avait transformé en couteau, mais en... Ils arrivèrent au village à la tombée de la nuit. Le plan était simple, et pour cette raison même, stupidement dangereux. Ils profiteraient de l'obscurité de l'aube, la même que Matteo avait utilisée lors de sa première tentative. Ricardo et Matteo monteraient. Carmen attendrait en bas, le moteur en marche et une ligne directe vers un contact dans une agence de presse internationale. S'il ne revenait pas dans les 3 heures, elle enverrait tout. L'histoire, les photos des procès-verbaux, le témoignage de Matteo. Ce serait leur assurance-vie, ou leur nécrologie. L'ascension se déroula en silence. Ricardo se déplaçait avec l'agilité d'un prédateur nocturne. Matteo le suivait, le cœur battant à tout rompre. Ils arrivèrent à la même section, effondrée du mur. Cette fois, l'ascension fut plus rapide. Ils étaient à l'intérieur. L'air était le même. Dense, oppressant. Mais quelque chose avait changé. Il y avait plus de gardes. Ils patrouillaient le périmètre, armés non seulement de fusils, mais aussi de radios. Ézéchiel avait renforcé sa forteresse. La fuite de Matteo l'avait rendu paranoïaque. Ils se déplacèrent dans l'ombre, retenant leur souffle. Leur destination était la cabane de Lia. Si elle était encore en vie, si elle était encore là, ils la trouvèrent. La porte était fermée. Il n'y avait ni lumière, ni bruit. Matteo frappa. Le même code. 2 coups légers. Silence. Le cœur de Matteo s'arrêta. Trop tard. Ricardo levait déjà son appareil photo, prêt à immortaliser l'échec. Mais alors,
La porte s'ouvrit. Lia était là. Elle était fantomatique, plus mince, pâle. Ses yeux, deux puits de désespoir infini. En voyant Matteo, elle ne montra ni surprise, ni peur, ni espoir. Seulement un vide absolu. « Je viens te sortir d'ici », murmura Matteo. Lia ne répondit pas. Elle s'écarta simplement pour les laisser passer. À l'intérieur, la cabane était vide. Le matelas, la boîte, rien d'autre. Le fantôme de l'enfant assassiné semblait flotter dans les airs. « Où est-il » demanda soudain Lia. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. Matteo mit une seconde à comprendre. « Qui ?»« Mon fils. »« Lia » commença Matteo, le cœur serré. « On m'a dit qu'il avait été purifié, » continua-t-elle, avec un calme effrayant. « Qu'il est maintenant un ange. Est-ce vrai ?» Elle regardait Matteo avec une intensité fiévreuse, à la recherche d'une confirmation, d'un réconfort, de n'importe quoi pour combler le vide. Matteo ne pouvait pas lui mentir. Il ne pouvait pas non plus lui dire la vérité. « Nous devons y aller, » dit-il en la prenant doucement par le bras. Maintenant. Elle se laissa entraîner. Sans résistance. Comme une poupée de chiffon. Ricardo documentait tout en silence. Le flash de son appareil photo était interdit. Il utilisait la lumière naturelle de la nuit, capturant les silhouettes, le grain de l'horreur. Ils étaient main sur le point de sortir lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Ézéchiel était là. Il n'était pas seul. Derrière lui, les gardes. Et toute la communauté. Des hommes, des femmes. Une foule silencieuse, des torches à la main. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs en adobe. On aurait dit une scène de chasse aux sorcières médiévales. « Docteur », dit Ézéchiel. Sa voix n'était plus mielleuse. Elle était froide comme l'acier. « On dirait que vous n'avez pas retenu la leçon. » Ricardo leva son appareil photo. Un garde le lui arracha des mains et le jeta par terre. Le piège s'était refermé. « Lia, ma fille, » dit Ézéchiel, ignorant les hommes. « Tu es à nouveau tombée dans la tentation du monde. » Il s'approcha d'elle. Lia trembla et recula jusqu'à heurter le mur. Matteo s'interposa. « C'est fini, Ézéchiel. » Ézéchiel rit, un rire sec, sans joie. « Pour vous, oui. C'est fini. » Il fit un signe. Les gardes se jetèrent sur Matteo et Ricardo. Ils les frappèrent, avec rage, avec méthode. Matteo sentit le goût de son propre sang, le craquement de ses côtes. Il tomba au sol, perdant connaissance. La dernière chose qu'il vit fut Ézéchiel tirant Lia par les cheveux, la traînant hors de la cabane, vers la foule des torches. La lumière des flammes envahit son champ de vision. Puis, tout devint noir. Lorsque Matteo se réveilla, il était dans un lit d'hôpital. L'odeur de l'antiseptique, les murs blancs, une perfusion dans son bras. Carmen était assise à côté de lui. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Ça a marché », dit-elle d'une voix brisée. Matteo ne comprenait pas. « Quand ils ne sont pas revenus, » expliqua Carmen, « j'ai tout envoyé. » L'histoire a fait scandale, un scandale international. Le gouvernement n'a pas pu l'ignorer cette fois-ci. La pression était trop forte. Ils ont envoyé les forces fédérales, la marine. Ils sont arrivés à l'aube. Matteo se redressa. La douleur le traversa comme un éclair. « Et Lia ?» demanda-t-il. Carmen baissa les yeux. Ils l'ont trouvée. Elle et les autres jeunes filles. Elles étaient enfermées dans le bâtiment principal. Une pause. Quand les troupes sont entrées, un incendie s'est déclaré. On dit que les partisans les plus fidèles d'Ézéchiel ont tout incendié.
un dernier acte de purification. Le cœur de Matteo s'arrêta de battre. Lia est... Elle n'a pas survécu, murmura Carmen. Personne dans cet immeuble n'a survécu. Le silence dans la chambre d'hôpital était plus profond que jamais. Matteo ferma les yeux. Il avait gagné. La vérité avait été révélée. La promesse était tombée. Mais le prix à payer avait été énorme. Lia était morte. Les filles qu'elle essayait de sauver étaient mortes. Et Ézéchiel ? Demanda Matteo d'une voix vide. Il a disparu, répondit Carmen. Certains disent qu'il est mort dans l'incendie. D'autres disent qu'il s'est échappé avant l'arrivée des troupes. Son corps n'a pas été retrouvé. Il est devenu ce qu'il a toujours voulu être. Un fantôme, une légende. Ricardo, le photographe, a survécu. Avec plusieurs os cassés et une histoire à raconter. Son appareil photo a été détruit, mais la carte mémoire a survécu. Les quelques photos qu'il a prises sont devenues le visage de l'horreur. La silhouette de Lia à la porte, le visage vide de Matteo. Des images qui ont fait le tour du monde. Mais les images s'estompent, les scandales passent. Le monde continue de tourner. Matteo n'a plus jamais exercé la médecine. Comment guérir un rhume quand on a vu la maladie de l'âme ? Il est resté dans la capitale. Un homme sans but. Hanté par les fantômes d'une petite fille aux yeux tristes et de son fils sans nom. Parfois, la nuit, il croit entendre un cri. Bref, aigu, enfantin. Et il se demande si le silence reviendra un jour. La promesse n'existe plus. Il ne reste plus que des ruines calcinées sur la colline. Un monument à l'horreur qui s'est développé au cœur de la Sierra. Mais le mal n'est pas mort dans cet incendie. Il a seulement changé de forme. Il se cache. Il attend. Il cherche de nouvelles âmes désespérées, de nouvelles terres en friche où semer sa graine de pureté et de perversion. Car les monstres comme Ézéchiel ne naissent pas. Ils se construisent. Avec notre indifférence, avec notre silence, avec notre décision confortable de détourner le regard.